Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre analyse hebdomadaire du Conseil des ministres. Ce samedi, nous décryptons les décisions prises lors de la 73e réunion du Conseil des ministres, la toute première de l'année 2026 qui s'est tenue ce 2 janvier. Pour cette rentrée politique, le ton est donné, alors que les citoyens attendent des changements palpables. Les premières directives du chef de l'État sonnent comme un véritable ultimatum lancé à l'ensemble du gouvernement. 2026 sera l'année des résultats ou ne sera pas. Au cœur de notre analyse ce soir, l'exigence présidentielle pour un passage de l'intention à l'impact concret. Le recadrage ferme sur la communication de l'État suite à un dérapage médiatique des forces armées et la tentative de relance des zones économiques spéciales. Un dossier stratégique qui peine à décoller. Voici les développements. En début d'année, la communication présidentielle est toujours un moment stratégique. Elle sert à fixer le cap, à définir les priorités et à mobiliser l'ensemble de l'appareil gouvernemental autour d'une vision commune. Ce premier conseil n'a pas dérogé à la règle, avec un message d'une clarté sans équivoque. Le président de la République a instruit le gouvernement pour que l'année 2026 soit impérativement celle de la consolidation de l'action publique et du passage résolu de l'intention à l'impact concret et mesurable au bénéfice direct de la population. Pour y parvenir, plusieurs secteurs et projets prioritaires ont été explicitement cités. L'accélération du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T, mais aussi les projets dans les infrastructures, l'agriculture, la fonction publique, les finances publiques, les transports, les mines ou encore l'identification de la population. Le chef de l'État a exhorté les ministres à bannir tout ego individuel et à lever sans délai les goulots d'étranglement administratif qui freinent l'action de l'État. Concrètement pour les citoyens, cette directive vise à accélérer la mise en œuvre de projets qui ont un impact direct sur leur vie quotidienne. Pour s'assurer que cette volonté ne reste pas lettre morte, une nouvelle mission a été confiée à la Première ministre, celle de piloter cette quête de résultats via un mécanisme de monitoring institutionnel interinstitutionnel afin de garantir un suivi rigoureux des avancées et la consolidation des acquis. Après des années de promesses, cette culture du résultat, prônée au plus haut sommet de l'État, se traduira-t-elle enfin par des changements visibles dans le quotidien des Congolais ? Ce nouveau mécanisme de suivi sera-t-il l'outil qui fera la différence pour garantir l'achèvement des projets ou un simple instrument administratif de plus ? Cette exigence de rigueur dans l'action s'accompagne logiquement d'une demande de maîtrise de la parole publique, qui a fait l'objet d'un rappel à l'ordre sévère. La parole publique n'est jamais anodine. Comme l'a rappelé le président, elle engage ce que l'État a de plus essentiel, sa crédibilité, son autorité morale et sa capacité à rassembler la nation. Un récent incident, diffusé sur la chaîne nationale, a forcé une mise au point présidentielle d'une rare fermeté, soulignant la sensibilité extrême de la communication émanant de l'armée. Le président de la République a exprimé sa vive réaction face à la récente sortie médiatique du porte-parole des forces armées, dénonçant des propos à caractère méprisant et stigmatisant à l'endroit des femmes de la communauté Tutsi. Le chef de l'État a qualifié ces propos de dérive de langage qui fragilisent la cohésion nationale et portent atteinte à l'image et à la crédibilité de l'État sur la scène nationale et internationale. Il a d'ailleurs indiqué avoir approuvé les mesures disciplinaires prises à l'encontre du responsable de cette sortie médiatique. Face à ce manquement, la réponse a été immédiate et structurelle. Le président a ordonné la mise en place, sans délai, d'un mécanisme formel de concertation préalable pour toute communication publique sur des sujets sensibles. Ce mécanisme associera le conseiller spécial du président, les services de la primature, l'état-major général des FARDC, ainsi que ceux de la police nationale. Il s'agit d'une centralisation claire du contrôle de la parole d'État sur les questions stratégiques. Cette centralisation de la communication est-elle une mesure nécessaire
pour préserver l'unité ou risque-t-elle de brider la transparence sur des sujets sécuritaires cruciaux? Au-delà des sanctions individuelles, comment l'État compte-t-il s'assurer que les valeurs républicaines sont véritablement incarnées au sein de toutes ces institutions, y compris l'armée? De la rigueur dans la gouvernance à la rigueur dans la gestion économique, il n'y a qu'un pas que le Conseil a franchi en abordant le dossier stratégique des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, ZES, sont un outil stratégique conçu pour attirer les investissements, catalyser l'industrialisation, diversifier l'économie et créer des emplois. Cependant, leur mise en œuvre en RDC reste un défi majeur. La Première ministre a présenté le compte-rendu d'une réunion stratégique tenue le 30 décembre 2025 sur ce sujet. L'évaluation a porté sur plusieurs sites, notamment les ZES de Maluku, Kinmalebo, Muspo-Musiene et la Green Special Economic Zone de Guaca-Bujala. Malgré certains progrès en termes d'implantation d'unités de production, le diagnostic est sans appel. Des défis structurels persistent. Le compte-rendu a clairement identifié des difficultés liées à la fiscalité, à l'accès à l'énergie, au foncier, aux infrastructures et au financement. Le gouvernement reconnaît donc ces blocages et envisage des pistes pour y remédier. Parmi les solutions recommandées figurent la rationalisation du régime fiscal et douanier, la mobilisation de financements innovants, l'ouverture du capital à de nouveaux aménageurs et le renforcement de la coordination intersectorielle. Surtout, la possibilité d'examiner les besoins de financement lors d'une loi de finances rectificative en mars 2026 a été mise sur la table. Alors que les défis structurels d'accès à l'énergie et aux capitaux persistent, les nouvelles mesures suffiront-elles à transformer enfin ces zones en véritables moteurs de l'industrialisation congolaise? La facilitation des investissements dans les ZES va de pair avec la facilitation du commerce en général. Un autre dossier clé abordé par le Conseil, la simplification des procédures de commerce extérieur est un enjeu majeur pour la compétitivité d'un pays. Elle permet de réduire les délais, de diminuer les coûts pour les opérateurs économiques et de lutter efficacement contre la corruption aux frontières. Le Conseil a pris acte du lancement effectif de l'opérationnalisation du guichet unique intégral du commerce extérieur dans ses 3 phases, prédédouanement, guédouanement et post-dédouanement. Une circulaire interministérielle datée du 17 décembre 2025 rend désormais obligatoire la transmission électronique des documents commerciaux liés à l'importation et à l'exportation. Maintenant que l'outil est officiellement lancé, quel sera le plan du gouvernement pour garantir son adoption par tous les acteurs économiques et mesurer concrètement son impact sur la réduction des délais et des coûts à nos frontières? Mais la fluidité économique dépend aussi d'un climat sécuritaire stable. Et sur ce front, le rapport du Conseil dresse un tableau contrasté. Le rapport du ministère de l'Intérieur sert chaque semaine de baromètre de la situation sécuritaire et sociale du pays. Cette semaine n'a pas fait exception, reflétant les préoccupations et les satisfactions qui traversent la nation. Le rapport sur l'état d'esprit de la population a mis en lumière 3 points saillants. Une large désapprobation des propos de l'archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO concernant l'accord de Washington. Une préoccupation persistante face aux attaques des terroristes du RDF M23 sur l'axe Uvira-Maobola. Une satisfaction collective suite à la victoire de l'équipe nationale de football, qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plan politique et sécuritaire, des cas de déstabilisation ont été observés dans les provinces du Lomami, du Sud-Ubangi, du Congo central et du Maniema. Fait notable, la Cour constitutionnelle a réhabilité le gouverneur de la province de la Chopo. En réponse à la criminalité urbaine, la couverture sécuritaire a été renforcée via l'intensification de l'opération Dobo et des actions ciblées contre le phénomène Mobondo dans la périphérie de Kinshasa. Face à la persistance de l'insécurité, de la criminalité urbaine
aux attaques terroristes à l'Est, l'intensification des patrouilles est-elle une réponse suffisante pour rassurer durablement la population? De la sécurité physique des citoyens à leur sécurité sanitaire, le front épidémiologique reste également une source de préoccupation. Le système de santé congolais continue de faire face à de multiples défis épidémiologiques simultanément, nécessitant une vigilance constante. Les dernières données présentées au Conseil sont inquiétantes sur le front du choléra. Le nombre de cas suspects a connu une hausse significative, passant de 914 à 1381, avec 126 nouveaux cas suspects rapportés à Kinshasa sur la dernière semaine épidémiologique. En revanche, la situation du Mpox semble se stabiliser avec un nombre de cas suspects qui est resté stationnaire de 231 à 232. Le ministre de la Santé a toutefois rassuré le Conseil sur l'efficacité des dispositifs de riposte mis en place. Alors que les chiffres du choléra montrent une tendance préoccupante à la hausse, quelles stratégies d'urgence sont déployées au-delà du suivi pour contenir cette propagation, notamment dans la capitale? Enfin, le Conseil s'est penché sur 2 dossiers environnementaux porteurs d'avenir, mais qui attendent encore une décision formelle. 2 initiatives environnementales prometteuses ont été présentées au Conseil, mais leur mise en œuvre concrète dépendra des délibérations à venir. Le premier dossier, le recyclage du plastique. Une commission a rendu un avis technique favorable pour le renouvellement de l'exonération de la TVA et des droits de douane pour une entreprise spécialisée dans le recyclage de déchets plastiques. Cet avis se base sur l'impact positif de ces activités en matière de réduction de la pollution et de création d'emplois. Le second dossier, la technologie Genkao. Il s'agit d'une technologie chinoise innovante utilisant des graminées spéciales pour cultiver des champignons comestibles, mais aussi pour produire des aliments pour animaux ou de l'énergie biomasse. Un projet d'installation d'un centre de démonstration à Kinshasa est sur la table. Mais il nécessite la signature d'un partenariat officiel entre la RDC et la Chine. Pour l'heure, le Conseil a recommandé que ces 2 dossiers soient présentés de manière plus formelle lors d'une prochaine réunion pour permettre une délibération approfondie et une prise de décision. Et synthèse, 3 messages forts se dégagent de ce premier Conseil des ministres de l'année. L'exigence absolue de résultats concrets fixés par le président de la République pour 2026, avec la mise en place d'un suivi renforcé. Le recadrage sur la communication d'État pour préserver la cohésion nationale et l'autorité de l'État. La volonté réaffirmée de surmonter les obstacles structurels pour enfin faire décoller les zones économiques spéciales. Ce premier Conseil des ministres de 2026 dessine donc une feuille de route claire, une pression accrue pour la performance et un contrôle renforcé de l'image de l'État. Le véritable défi pour 2026 sera de concilier cet impératif de performance avec la gestion d'une parole publique sous haute tension et des réalités sécuritaires et sanitaires qui, elles, n'attendent aucune loi de finances rectificative pour s'aggraver. Nous analyserons bien sûr le suivi de ces décisions dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage du Conseil des ministres. Je suis Julia pour Inside News RDC. Que Dieu bénisse la RDC et bonne continuation.